bonsoir. Mon nom est Jean-Philippe Le Calvet. Au nom de l'association Vive la Famille, je vous remercie d'être venus si nombreux écouter notre conférence. Et vraiment beaucoup plus nombreux que ce que l'on attendait. Je suis désolé pour ceux qui ont pu attendre un peu plus longtemps à l'extérieur, mais enfin finalement tout le monde est là, j'en suis ravi. Je remercie aussi toute l'équipe de Vive la Famille qui a organisé tout cet événement avec beaucoup d'efficacité. Et puis nos partenaires, comme vous pouvez le voir, il y a des fruits devant nous que vous pourrez venir déguster à la fin de la conférence et qui sont offerts par les jardins de Pays-Bas, Monsieur Laurent Jouve, qu'on remercie aussi. Et je remercie bien sûr le professeur Henri Joyeux d'être parmi nous. Henri Joyeux est cancérologue et chirurgien à la faculté de médecine de Montpellier. Il est spécialiste international des relations alimentation et maladies de civilisation, ce qui est le thème aujourd'hui de sa conférence. Il est aussi président de Famille de France, de la Fédération, qu'Henri Joyeux aime bien aussi appeler Famille en France, car ce mouvement s'adresse à toutes les familles sans exclusive, même celle du balcon là-haut. C'est pourquoi nous adhérons, en tout cas Vive la Famille, adhère à ce réseau national de 400 associations, parce que Famille de France est le seul mouvement familial libre de tout lien politique, confessionnel, syndical, idéologique ou géographique. Et pourtant, on me dit, avec un air un peu malice, on me dit, mais Henri Joyeux est un catho convaincu, n'est-ce pas? Heureusement qu'il l'est, je dirais. Comme il y a aussi dans ce mouvement des féministes convaincus, dont je suis, des gens de droite convaincus, des gauchistes convaincus, et même des Laotiens et des Bretons convaincus. Tous travaillent ensemble et sont convaincus. Mais convaincus de quoi? Eh bien, convaincus de défendre au sein d'un même mouvement le même objectif, qui est de défendre les intérêts matériels et éthiques des familles. Voilà, c'est ça. Nous reprenons exactement le même thème ici, à Nantes, dans notre association Vive la Famille. On peut le faire soit au sein d'associations développant des actions locales, comme notre association. On peut le faire aussi comme force de proposition à nos gouvernants au sein de Famille de France. Rappelez-vous que les familles sont la première force économique de notre pays et il faut les aider à faire face aux charges que représente l'éducation des enfants. Alors venez vous battre avec nous. Si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas, vos adhésions pourront nous soutenir et vraiment nous permettre d'obtenir les avancées que nous recherchons. N'oubliez pas de renouveler chaque année vos adhésions, car il faut du temps pour réussir. Un exemple. Vous avez vraiment aimé les allocations familiales gagnées avec les autres mouvements familiaux en 1948. Il a fallu des années pour les gagner, ces allocations. Eh bien, si vous avez aimé les allocations, vous avez sûrement aimé le statut parental pour lequel nous nous battons. Un statut qui reconnaisse les droits des personnes qui, pour élever leurs enfants, mettent une parenthèse à leur carrière professionnelle. Et là, il y a beaucoup de travail à faire, ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus. Mais la route est longue. Alors, je vous remercie d'être là et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bien, bonsoir à tous et à toutes et merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation. Nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, la nutrition et la prévention. Prévention des maladies de civilisation, nous allons le voir. Et vous le savez, dans toutes nos familles, ou dans tous nos voisins, il y a des maladies aujourd'hui qui sont des maladies dites de longue durée, qui sont des maladies graves, que l'on parle du cancer, de la maladie d'Alzheimer ou de bien d'autres, dont on vous dit qu'elles sont définitives et pour toute votre vie. Quand vous avez une polyarthrite, une maladie de Crohn, une rectocolite, une sclérose en plaques, bref, les maladies dont on entend parler tous les jours, à la radio, dans tous les médias. Et en même temps, nous savons que ça coûte cher la santé. Le diabète, il coûte 10 milliards d'euros par an. Et on va nous faire croire qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est sûr, si on écoute les médias, si on ne réfléchit pas
que nous sommes, chacun d'entre nous, l'acteur numéro 1 de notre santé. Le cancer coûte 14 milliards d'euros. L'obésité ou le surpoids, 10 milliards d'euros. Le déficit tous les ans de la sécurité sociale, 14 milliards d'euros. Tous les ans. Et cet argent, si nous étions en meilleure santé, est-ce qu'il ne pourrait pas être utilisé pour l'éducation nationale, pour la recherche, pour le tourisme et pour bien d'autres choses? Donc nous touchons à des sujets qui sont presque intimes, à nos habitudes alimentaires. Et l'on sait aujourd'hui que quasiment un cancer sur deux, l'Académie de médecine dit 48%, je ne sais pas comment ils ont calculé, mais disons pas loin d'un sur deux, est lié à de mauvaises habitudes alimentaires. Alors quelles sont-elles? Comment faut-il changer tout ça? Si je souhaite que vous reteniez les choses et qu'elles passent dans votre activité quotidienne, du petit déjeuner, du repas de midi, du repas du soir, j'ai deux solutions pour que vous reteniez les choses. C'est de la pédagogie élémentaire. Soit je vous fais tous pleurer, on sort les mouchoirs, l'émotion, soit on rigole. Étant joyeux 24 heures sur 24, je choisis la plus sérieuse. Même sur des sujets très délicats. Et en même temps, en attendant, je regardais un petit peu comment est composée notre assemblée, en haut comme en bas. Il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça me plaît. Je me dis pourquoi. Et c'est pas péjoratif. Parce qu'en France, quand vous informez une femme, vous en informez 100 d'un coup. Et quand vous informez un homme, vous en informez la moitié d'hommes. Sauf à Nantes. À Nantes, ils sont spéciaux. Surtout quand j'évoquerai des sujets qui les concernent. Vous le verrez, là, ils vont tendre l'oreille. Alors nous allons imaginer que nous sommes en consultation. Vous m'imaginez en blouse blanche, et voilà qu'à 25 ans, 30 ans, j'étais déjà en chirurgie du cancer au centre anticancéreux Montpellier, beaucoup de malades. Donc je rentrais dans la salle de consultation, je saluais les personnes, et je savais tout de suite qu'ils étaient malades. Parce que je voyais bien que la dame, le monsieur, était fatigué, assis dans un fauteuil, avec un teint cancéreux. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous rentrez dans la salle de consultation, vous avez un monsieur et une dame qui sont debout, qui vous paraissent en parfaite santé. Et première question, après avoir salué, qui est malade? Voilà que ce jour-là, eh bien, le monsieur me dit, écoutez, docteur, ma femme et moi, nous sommes un petit peu originaux, parce que ni ma femme ni moi, nous sommes malades. Qu'est-ce que vous voulez faire? Allez donc voir les flamants roses à la mer, ils ne sont pas loin, Montpellier, il y a beaucoup de monde là-dedans. Qu'est-ce que vous venez faire si vous n'êtes pas malade? Ben, docteur, excusez-moi, mais ma femme et moi, nous sommes un petit peu spéciaux, vous allez voir, c'est vrai. Nous souhaiterions avoir un cancer. Ah bon? Et vous le voulez où, monsieur? Ben voilà, c'est-à-dire que, docteur, si vous nous expliquez bien comment l'avoir, nous saurons bien comment pas l'avoir. Voilà donc une démarche intelligente, très astucieuse, qui me séduit. Parce qu'effectivement, si ce monsieur ne veut pas avoir un cancer, le problème c'est de savoir s'il le veut dans la partie basse du digestif, dans la partie haute, à la prostate de monsieur, au sein de madame, de l'utérus, où le veut-il? Voilà qu'il me dit, docteur, avant de venir vous voir, je suis allé sur Internet. Démarche moderne et intelligente. Et j'ai regardé comment était constitué le corps de ma femme et le mien. Et je me suis rendu compte que le tube digestif était le même. Qu'elle a un utérus et des ovaires, j'ai une prostate, des testicules, elle a des seins, tout ça c'est différent, mais le tube digestif est le même. Mais comme vous êtes très branché sur la nutrition, alors j'ai lu des choses dans la presse, mais au fond les conseils que nous entendons dans la presse, ils sont chaotiques. Les uns disent gavez-vous de produits laitiers, les autres disent attention danger, les uns disent que l'alimentation c'est le premier des médicaments, et pourtant toutes les personnes plus ou moins âgées que je vois, elles ont une espèce de plumier avec lundi, mardi, mercredi, matin, midi, soir, avant de se coucher. Et tout le monde se gare. Et on a peur. On a peur du cancer, on a peur du sida, on a peur de l'Alzheimer. Et nous, on ne voudrait pas avoir peur. On voudrait faire passer des messages à nos enfants et nos petits-enfants. Bon, d'accord, docteur. Monsieur, j'ai bien compris ce que vous attendez de moi, mais
par quoi? Dans le sens du tube. Au fond, ce monsieur pourrait être reçu en première année de médecine. Eh bien, dans le sens du tube, on va commencer par là. Si vous en voulez un par là, je vais vous dire ce qu'il faut acheter au supermarché, il n'y a aucun problème. Il faut boire des choses spéciales, je vais vous dire lesquelles, et puis fumer. Fumer des toxiques. Alors, certes, il y a la pollution, mais il y a une meilleure pollution pour aller plus vite, c'est papier maïs. Madame, 10 cigarettes par jour suffisent pour vous, hein? Pas la peine de fumer plus, hein? Parce que quand une femme fume 10 cigarettes, c'est comme si monsieur en fumait 20. Excusez-moi, mesdames, mais votre capacité respiratoire, c'est comme ça, le Créateur vous a fait ainsi, vous êtes une merveille, mais votre capacité respiratoire, c'est la moitié de la nôtre. C'est comme ça. Quand vous fumez 10, eh bien, c'est comme si nous, on en fumait 20. Nous sommes étonnés, ou de moins en moins étonnés, de voir aujourd'hui des femmes que nous sommes obligés d'opérer pour des cancers du poumon, alors qu'avant, c'était quasiment 2-3 fois par an. Maintenant, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines. Des femmes de 35 ans qui ont commencé à 15 ans. On vous dit que les lycées dans le tabac. Oui, les lycées dans l'intérieur du lycée, c'est sans tabac, mais allez à la périphérie, à la sortie du lycée. Et vous avez que ça. Faut-il interdire? Non. Parce que si je vous interdis de regarder dans 3 secondes au plafond, il y en a qui ont déjà commencé. Parce que l'interdit pousse à la consommation. Donc ce n'est pas un problème d'interdit, c'est un problème de stimuler l'intelligence et de faire comprendre aux jeunes d'aujourd'hui qu'il faut qu'ils s'alimentent mieux, qu'il faut qu'ils fassent attention à tout ce qu'on leur propose. Alors si vous devez avoir un cancer dans la zone otorhinolaryngologique, eh bien oui, 10 cigarettes pour madame, un paquet pour monsieur, papier maïs, ça ira plus vite, et puis vous associez à ça les alcools forts, vous n'avez pas besoin d'être bourré. Il suffira de prendre tous les jours son whisky, sa vodka, son gin, son Pernod Ricard. Vous imaginez que Pernod Ricard ne m'aime pas. Un Pernod Ricard par an, ça va, 2, 3, mais pas plus. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez brûler avec l'alcool fort, à quantité importante d'alcool, tout simplement le fond de votre palais, qui est un palais du goût. Et ce palais du goût fait que vos papilles, puis vous allez les embrasser, les abîmer, vous représenterez pour vous que c'est plus ou moins chaud, amer, doux, salé, mais ça n'ira pas plus loin. Vous ne serez pas capable de goûter un bon vin, un bon fruit, une bonne fraise, un bon poisson. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Un beau jour, monsieur Soras le matin, chérie, viens voir, j'ai une boule au cou. Elle se pointe, ah oui, t'as une boule. Toute la boule, c'est dur. T'as mal? Bon. Lui s'en fout, pas elle. Elle appelle le toubib, docteur, mon mari a une boule au cou. Le mari sait très bien ce que c'est parce que c'est le médecin référent. Il sait que ce monsieur a une métastase ganglionnaire d'un cancer situé à la base de la langue, sur la lumette, bref. Peu importe, tout autour. J'ai vu hier une femme de 40 ans avec un cancer de l'amygdale, avec un cancer qui va prendre jusqu'à la partie antérieure sur le maxillaire. Ça fait 1 an que cette femme a ce cancer et qu'on lui fait croire qu'on va la guérir en lui imposant les mains ou en faisant des jeûnes qui sont de la folie furieuse. Elle a des ganglions métastatiques au niveau du cou. Sa vie est en danger. J'ai passé 1h30 à la convaincre en disant, madame, vous avez des enfants, vous avez un mari, arrêtez de déconner. On peut vous guérir encore, mais il faudra accepter à la fois de la chimiothérapie et des rayons. Et puis il faut arrêter de fumer, et il faut arrêter de picoler. Et je comprends que vous ayez des problèmes familiaux, et je comprends que vous ayez des problèmes professionnels et ceci et ça, mais c'est votre santé et votre vie qui est en danger. Et tout cela aurait pu être évité si on lui avait fait passer des messages. Bon, j'ai compris, docteur, l'ésophage. Bon, ben pour l'ésophage, c'est pas compliqué, c'est le tuyau qui va du fond de la bouche, du carrefour aéropharyngé, là où passe l'air, où passent les aliments, et qui va vers l'estomac. Et là, ben pour l'ésophage, si vous voulez avoir un petit cancer, il n'y a aucun problème. Hein. Vous prenez la même chose que ce que je dis, plus des boissons bouillantes. Le thé bouillant, le café bouillant, le chocolat bouillant, tellement chaud que vous sentez que c'est chaud, mais pas plus, parce que vous avez encore une fois supprimé la capacité de percevoir la délicatesse des goûts. Et donc, un beau jour, il y a un bout de pain, un bout de viande qui ne passe pas, alors c'est la faute au mari, à la femme, à Sarko, à Ségolène, à qui vous voulez. Puis un beau jour, ça ne passe pas du tout, même si on boit.
Alors oui, le docteur vous envoie au gastro, le gastro détend un tube, et le tube, on vous dit, vous avez une fraise dans l'ésophage. C'est pas une fraise. Ça ressemble à une fraise, mais c'est une tumeur. Et cette tumeur, la dernière dame que j'ai opérée, encore une fois une femme, 52 ans, cancer de l'ésophage, radiothérapie, chimiothérapie, 6 heures d'intervention chirurgicale, 20% du poids perdu, 20% de guérison, 80% on ne guérit pas, quand même. Et on ne pourrait pas expliquer aux gens toutes ces choses-là d'une manière simple en passant par la télé, parce que après 20h30, après les news, vous avez Darty. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de Darty? Eh bien, nous demandons à Famille de France, avec tous nos collègues du conseil d'administration, dont Françoise Williamson et Jean-Philippe de Calvé, nous demandons, depuis maintenant plus de 10 ans, à avoir des tomes à la télévision qui soient offerts par l'État, de la même façon qu'il les offre aux syndicats, aux salariés qui sont soutenus par les syndicats et aux patrons soutenus par leurs syndicats. Eh bien, nous les familiaux, nous sommes là pour représenter 17 millions de familles. Et nous voulons faire passer des messages de prévention, et ces messages de prévention, je vous en donnerai quelques exemples, on peut parfaitement, en 1 minute, 60 secondes, faire passer un excellent message de prévention qui puisse toucher toute la famille et toutes les générations. Non pas pour que moi je passe à la télé, mais j'imagine, vous vous souvenez tous du mime Marceau. Le mime Marceau était un homme qui grimait, était capable, avec ses paupières, avec ses oreilles, avec ses doigts de main, ses doigts de pied, avec tout son corps, sans vous dire un mot, de vous faire tout comprendre. Et de faire passer un message fabuleux de prévention. Mais ça, c'est pas si compliqué que ça. Seulement, quand vous voyez Raffarin, Villepin, tous les IN qui finissent comme un Premier ministre, eh bien, ils vous disent tous que vous avez une idée géniale, ils ne sont pas foutus de la faire avancer. Pourquoi? Parce que nous ne pesons pas suffisamment dans notre pays, et que si nous voulons peser, il faut que nous soyons associés. Et c'est pour cette raison que ici à Nantes, vous avez intérêt à vous associer pour avoir des représentants avec vous qui puissent vous défendre auprès des pouvoirs publics, locaux, régionaux et même nationaux. Alors maintenant, arrivons à l'estomac. Bon, si vous voulez avoir un cancer d'estomac, je vais vous aider, pas de souci. Mais ça va être plus difficile qu'autrefois. Figurez-vous que quand j'étais jeune chirurgien, nous opérions pratiquement tous les jours dans mon centre anticancéreux un malade par jour. Aujourd'hui, un par mois, 30 fois moins. J'ai dit au docteur, vous avez fait de gros progrès. Ce n'est pas nous qui avons fait les progrès. C'est l'industrie de l'électroménager. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé les conserves et on est allé vers le froid. Et le froid, c'est bien. C'est bien pour conserver les aliments, mais pas trop longtemps. Si, en ce mois-ci, du mois de mai, vous dites, je vais mettre des fraises au congélateur pour les manger à Noël avec les petits-enfants qui arriveront de Nouvelle-Calédonie. À Noël, ça ressemblera à des fraises, oui. Mais il n'y aura plus rien dedans. Vous aurez tout perdu. Vous aurez perdu les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, l'iode, tout ce qui est bon dans ce fruit, eh bien, il faut que ce soit consommé dans la semaine. Ça veut dire que dans un réfrigérateur, il faut congeler les choses 1 à 2 semaines au maximum. Et dans un congélateur, un mois à 2, pas plus. Et pourtant, je vois bien qu'il y a des congélateurs à Montpellier, à Nantes, à Lyon, à Paris, où il y a des choses qui traînent depuis plusieurs mois. Et vous perdez les qualités nutritionnelles. Donc ce sont des choses élémentaires que tout le monde est capable d'appliquer dans sa vie quotidienne. Alors, si vous voulez un cancer de l'estomac, c'est pas compliqué. C'est pas au McDo qu'on vous donnera le cancer, mais au McDo, on peut vous aider. Pourquoi? Parce qu'au McDo, d'abord, on pense que nous sommes tous des fatigués. Les Français sont tellement fatigués qu'il faut leur donner un pain de mie à 2 points mastiqués. Qu'il faut leur donner une viande qui a été mâchée par quelqu'un avant qu'on vous la fasse consommer. Là, vous allez vous en souvenir, n'est-ce pas? Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous ne mastiquez pas, eh bien, vous oubliez que la mastication, avec 32 dents, elle est quand même utile pour faire venir la salive. Et quand je demande à des internes des hôpitaux qui ont quitté l'anatomie depuis déjà 4 ou 5 ans, dis-moi garçon, dis-moi fille, combien tu as de dents salivaires? Alors ils me regardent étonnés, quelle question vous pose celui-là? Alors ils vous disent, il y en a de chaque côté. Oui, mais combien? Alors ils disent, oui, il y a la parotide, ça laisse en souvienne. Il y en a 3 de chaque côté. Nous avons 6 glandes salivaires, 2 parotides, 2 sous-maxillaires et 2 sublinguales, qui fabriquent chaque jour 1 litre par jour de salive. Mais si vous ne mastiquez pas suffisamment vos aliments, eh bien vous allez fabriquer la moitié. Alors, la digestion se fait mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir du ballonnement, du météorisme. À la piscine, vous flottez.
Et puis, on vous suit comme on dit à la trace, ça s'appelle, dans le midi, on appelle ça la pétarade. Sans problème. Et alors pourquoi les gens sont-ils aussi comme ça avec ces météorismes? Eh bien, tous ces gaz, tout simplement, ça vient du fait que vous oubliez que le début de la digestion se passe dans la bouche. Et quelque chose de fabuleux, c'est qu'on a découvert, il y a moins d'une année, un an, il y a à peine 2 ans, qu'il y a dans la salive des enzymes du goût. Il y en a pour la digestion, mais il y a aussi des enzymes qui nous permettent justement de mieux ressentir le goût des aliments. Et notre palais est un palais des saveurs. Je sais bien qu'en Angleterre, il y a un palais avec une reine. Mais je ne sais pas si vous avez déjà mangé en Angleterre, mais c'est la cata complète. C'est pour ça que les Anglais viennent chez nous d'ailleurs. Parce qu'ils ont compris que nous avions une gastronomie française qui est le top du top dans le monde. Alors, pour l'estomac, eh bien, vous allez voir apparaître un petit rongeur. Et ce petit rongeur, il a un nom un peu particulier, facile à retenir, parce qu'il ressemble à un hélicoptère, Helicobacter pylori. Bactérie, pylori proche du pylore, bactère, pylori, hélico, forme d'hélicoptère. Et oui, et ce petit rongeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous irriter, il va vous donner de la gastrite, et puis il va vous donner un ulcère, et au bout de cet ulcère, on fait un prélèvement dessus, c'est un cancer. Et le dernier cas que j'ai opéré, eh bien, c'est un monsieur qui vient me voir en me disant, voilà, je suis allé à Villejuif, et on me propose de m'enlever tout l'estomac. Et vous, qu'en pensez-vous? Écoutez, monsieur, laissez-moi regarder le dossier, je regarde le dossier, je lui dis, vous avez un tout petit cancer de l'estomac, qui est juste un petit endroit qu'on appelle la petite courbure, puisqu'il y a une grande et une petite courbure à l'estomac. Moi, je vous dis, monsieur, qu'il faut vous opérer, c'est sûr, qu'il faut vous enlever la petite courbure de l'estomac, et que si autour, il n'y a pas d'atteinte des ganglions et d'une atteinte un peu extensive à l'estomac, on peut vous garder les 3 quarts. Eh bien, je lui ai conservé les 3 quarts. Mais si après je lui dis, monsieur, vous partez, vous êtes guéri, non, il n'est pas guéri, parce que s'il continue à bouffer au lieu de bien manger, ça va recommencer. C'est normal. Donc il faut lui donner des conseils nutritionnels et lui dire quoi? Il faut que dans votre estomac arrive de la vitamine C, pas du pharmacien. Parce que déjà, celle du pharmacien, vous en avez la moitié qui fout le camp dans les urines. Donc quand il vous le vend 10 €, dites-lui que comme il y en a 5 qui vont dans les urines, vous allez payer la moitié. Bon. Ça veut dire qu'il vous faut prendre la vitamine C dans les fruits, dans les légumes. Et que ces fruits frais, il ne faut pas les consommer en compote, en petits pots. Vous savez que les petits pots, on les a proposés aux petits-enfants. Et comme maintenant les mamans savent que ce n'est pas tellement bon pour leur santé, on les donne aux vieux pour les rajeunir. Vous voyez encore, Alzheimer assuré. C'est sûr, pourquoi? Parce que vous avez là-dedans que du sucre, qui est du sucre rapide, qui est du sucre immédiatement absorbé, alors que ce dont notre cerveau a besoin, c'est du fructose. Et j'aime beaucoup quand les enfants à l'école se trompent, je leur mets 10 sur 10 quand ils me mettent fructose. On devrait l'appeler comme ça d'ailleurs, le fruitose. Le sucre des fruits, c'est le meilleur sucre pour notre citron. C'est le meilleur sucre pour notre système nerveux central, pour réfléchir, pour avoir la mémoire. Et c'est pour cette raison qu'à Famille de France, nous avons lancé un concept très simple, un fruit frais à chaque récré. J'imagine que dans cet amphithéâtre, il y a quelques espions qui viennent de la mairie, et c'est bien. Monsieur ou madame qui appartient à la mairie, vous direz à monsieur le maire, pour lequel j'ai une immense estime, puisque c'est lui qui nourrit nos enfants, dans le primaire, vous direz à monsieur le maire qu'il faut qu'il mette un fruit frais à chaque récré. Il va vous répondre que ça coûte cher, et vous allez lui résoudre son problème, en lui disant, monsieur le maire, savez-vous qu'au niveau de l'Europe, il y a 12 millions d'euros qui ont été libérés au niveau de l'Europe, pour que si vous mettez les fruits frais à la récré des enfants du primaire qui sont sous votre tutelle, quand vous mettrez 10 €, eh bien l'Europe en mettra 10. Donc vous n'aurez que 50% à débourser. Ça veut dire qu'il faut que des fruits frais à la récré soient donnés aux enfants du primaire, du collège et du lycée, lycée conseil régional, collège conseil général et petite école, évidemment, municipalité. Et ça me rappelle, il y a quelques années, maintenant 5 ou 6 ans, où j'ai été convoqué par le maire d'une belle ville du Sud qui s'appelle Narbonne. À Narbonne, le maire me convoque devant son conseil municipal pour exprimer pourquoi nous demandons de mettre un fruit frais à chaque récré. J'expose scientifiquement, avec des termes les plus grand public possibles, et ayant terminé, le maire fait faire un tour de table à ses conseillers. Unanimité. Un fruit frais à la récré.
Ayant terminé cela, je dis au monsieur le maire, j'imagine que vous mettez les fruits frais à la récré dans toutes les écoles sous votre tutelle, les écoles publiques. Je dis, bien sûr. Je dis, monsieur le maire, vous êtes un homme qui discrimine. Vous savez, quand vous dites un homme politique discrimination, dans l'oreille. Il dit, pourquoi? Parce qu'il y a bien des écoles libres dans votre commune. Et ces écoles libres, vous ne leur fournissez pas un fruit frais à la récré, pourtant. Les gens de ces écoles votent pour vous. Et vous avez intérêt, c'était proche des élections. Ça a été immédiat. Tour de table, immédiatement, il y a eu pour les 40 000 élèves de la ville de Narbonne, publique et privée, un feu fait à la récré. Il faudra le dire à monsieur le maire de Nantes. Bien. Et si vous avez un problème, nous vous donnerons un dossier avec Jean-Philippe pour ce sujet-là, pour qu'il puisse véritablement comprendre que c'est l'intérêt de ses enfants et l'intérêt de ses voix. Ça les intéresse beaucoup. Alors, après l'estomac, évidemment, il faut se rendre compte qu'il y a deux grands organes fabuleux. D'une part le foie et d'autre part le pancréas. Alors le foie, vous savez, je ne connais pas très bien votre ville, mais je connais bien Montpellier, Lyon, Paris, Marseille. Et je pourrais vous donner dans ces villes le quartier où vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour un cancer du foie. Alors vous allez me dire, mais ça dépend d'un quartier. Oui, en quelque sorte, oui, parce que dans ce quartier, on vous passera la seringue pour attraper l'hépatite B ou C. Elle n'est pas vraiment stérilisée. Ce sont des jeunes qui sont des véritables handicapés affectifs, qui cherchent véritablement un équilibre et qui croient qu'ils vont le trouver dans la drogue. Qu'elle soit la drogue de la piqûre, qu'elle soit la drogue du hashish ou du joint. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand nous interrogeons un malade atteint de cancer, quand il a moins de 40 ans, on lui pose la question des joints. Et c'est de plus en plus fréquent. Ils vous disent, ah ben oui, j'en prends un soir pour dormir. J'en prends 2 ou 3 le week-end, histoire de passer les problèmes, histoire de... Or, ce que aucun média n'a été capable de dire en première page, et nous les avons pourtant soumis véritablement en leur faisant passer les messages, c'est que le premier des OGM, c'est le hashish. Les jeunes sont totalement trompés par les adultes de notre société, qui sont de véritables bandits, qui se servent des jeunes aujourd'hui de plus en plus tôt, puisque ne l'oubliez pas, le hashish n'est pas simplement dans les lycées, il est actuellement arrivé dans les collèges. Non pas qu'il soit distribué par les professeurs, je le sais bien, mais ils sont distribués par des dealers qui ne sont pas nécessairement, comme on pourrait l'imaginer, venant d'autres pays, peut-être de l'autre côté de la Méditerranée, non, qui sont d'authentiques personnes de chez nous, qui exploitent nos jeunes, et nos jeunes doivent le savoir. La marijuana actuellement, elle est OGM, elle est à 35 à 40% de tétrahydrocannabinol, alors que quand nous, adultes, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça aurait pu m'arriver, peut-être il y a 25 ou 30 ans, j'aurais fumé un joint, c'était à 5% de THC. Alors vous avez les parents qui disent, oh ben moi j'ai bien fumé, alors mon petit peut bien fumer. Ben oui, mais il fume un produit qui est 7 fois plus concentré en produits toxiques. Tous des schizophrénies, des paranoïas, des psychotiques, des enfants qui ne savent plus où ils sont, dont les notes à l'école sont en train de chuter. Tout cela est d'une extrême importance. Il faut absolument que les parents puissent dialoguer avec les enfants sur ce sujet-là. Ce n'est pas en interdisant que vous réussirez, c'est en expliquant, en réexpliquant, et la pédagogie exige la répétition. La répétition amoureuse à nos enfants des informations dont ils ont besoin pour se construire. Alors oui, pour avoir un cancer du foie, vous savez, la drogue, l'alcool évidemment, la drogue et le tabac avec, bien évidemment aussi. Et vous vous souvenez tous d'un homme que nous avons tous écouté et même admiré, Serge Gainsbourg. C'était un homme génial. C'était un homme génial, seulement le problème c'est que cet homme, il avait du stress, qu'on peut comprendre. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il fumait, il picolait, il buvait. Et le jour où l'un de mes collègues parisiens m'appelle, il me dit, tu sais, demain j'opère Serge Gainsbourg. Je dis, mon vieux, tu vas avoir du boulot. Et le boulot, il n'en a pas eu grand-chose de boulot. Parce qu'il m'a appelé le lendemain et m'a dit, Henri, j'ai ouvert et j'ai fermé. Et quand nous disons ça entre spécialistes, j'ai ouvert et j'ai fermé, ça veut dire, j'ai rien pu faire. Et 3 mois plus tard, il partait dans l'au-delà. Alors que cet homme devrait être avec nous aujourd'hui, s'il avait été correctement prévenu par les hommes de santé que nous sommes. Car nous avons, en tant qu'hommes de santé, des responsabilités de soins, certes, de soigner les gens, mais soigner, ça va aujourd'hui de la prévention jusqu'au dernier moment de la maladie. Ce n'est pas simplement soigner des malades, c'est aussi éviter qu'il y ait des malades.
Alors, le foie, c'est évidemment la glande de notre corps qui est la plus fabuleuse qui soit, parce qu'elle reçoit tous les nutriments que nous mettons dans notre bouche en petits morceaux, si vous voulez, coupés par des enzymes, et elle va les répartir vers tout le reste de l'organisme. Les muscles, les glandes, la thyroïde, les surrénales, les testicules, les ovaires, et tout ça va évidemment partir aussi vers le système nerveux central et périphérique. Formidable. Et si nous étions véritablement conscients de la façon dont notre foie fonctionne, eh bien, je dirais que nous ferions davantage attention. Vous voyez en consultation une dame qui vient vous voir, vous l'examinez, tout ça pour la tranquilliser, elle a peur d'avoir un cancer du sein ou de l'ovaire, bref, elle est contente, et puis elle vous dit, docteur, pouvez-vous voir le dossier de mon mari? Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il est tout le temps fatigué, le pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le mari parfois est là, il vous dit, mais je n'ai rien, tu vois bien. La femme a pu obtenir du médecin une échographie, un scanner. Et puis, le mari, lui, lit la conclusion. Il dit, tout est normal. Tu vois bien que tout est normal. Mais la femme, elle lit tout. Elle lit de A à Z. Et elle voit, docteur, qu'est-ce qui se passe là? Il est écrit que mon mari, il a une stéatose hépatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mari a le foie gras. C'est pas une loi, mon mari. Non, madame, votre mari n'est pas du foie, mais il fait comme les oies. La différence avec les oies, c'est que les oies, il faut les gagner. Il faut les obliger. Tandis que votre mari étant fatigué, eh bien, il a besoin d'un petit biscuit, il a besoin d'une petite viennoiserie, il a besoin d'un petit whisky, il a besoin d'un petit alcool, et ainsi il entretient régulièrement. Ce qui fait que le foie, eh bien, il devient gras. Car ce que nous oublions, c'est que lorsque nous consommons trop de sucre, et nous allons voir lesquels, eh bien, ce sucre, si nous avons de l'énergie à consommer par une activité physique importante, nous allons le brûler, il n'y a pas de souci, ça va nous aider à faire fonctionner les muscles. Mais si nous sommes plutôt sédentaires, à pas trop nous fatiguer, à nous dire qu'on a passé l'âge de faire du rugby, du football ou autre chose, eh bien à ce moment-là, le sucre que nous prenons, nous allons le stocker d'abord dans le foie. Dans le foie, nous avons une réserve d'à peu près 2 jours. Et vous pouvez faire plus, mais vous n'allez pas conserver ou stocker en sucre, vous allez conserver en gras. Ça, il faut le savoir, c'est pas difficile à expliquer. C'est-à-dire que le sucre en excès, on va le stocker d'abord dans le foie en gras. C'est le foie gras, et là on est crevé, on est fatigué, comme une hépatite. Alors, après le repas, on a la tête qui tombe. Alors, on a des difficultés de concentration. Et la stéatose hépatique, à mon avis, est une véritable pathologie de plus en plus fréquente aujourd'hui, que l'on voit chez les hommes comme chez les femmes, et que l'on pourrait régler très facilement en expliquant aux gens comment ça marche le foie. Qu'il faut avoir pitié de son foie, il faut faire attention à son foie. Alors quels sont ces sucres en excès? Eh bien, les premiers, c'est ceux dont la télé vous parle tout le temps. Et la télé, elle vous parle des produits lactés. Alors on vous dit, il vous faut prendre 4 produits laitiers par jour. Un yaya le matin, un autre yaya le soir, un actimation. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, on vous en gave, et d'ailleurs, on vous dit que le plan national de nutrition santé, je dirais, plus vous en prenez, et plus vous allez avoir des os solides. C'est l'inverse. C'est l'inverse. L'ostéoporose assurée, chez les Scandinaves, les femmes scandinaves boivent du lait toute la journée. Toute la journée. Eh bien, chez nous, c'est la même chose. Alors, on vous dit, il va falloir vous faire une ostéodensitométrie. Et puis on vous fait l'ostéodensitométrie pour voir comment est fait votre squelette. Et puis on vous dit, madame, vous avez une petite ostéopénie. Alors il y a une dame qui me dit, mais que vient faire le pénis là-dedans? Je dis, madame, c'est pas un problème de pénis. C'est que l'ostéopénie, ça signifie simplement qu'on vous dit que votre os n'est pas suffisamment calcifié, qu'il n'y a pas suffisamment de calcium, qu'il n'est pas assez solide. En réalité, on nous fait peur. On paramètre la chose de telle façon que vous disiez, bon, d'accord, je vais prendre des traitements complémentaires, des traitements pour l'ostéoporose, et ainsi on refait l'examen 6 mois plus tard. Et comme c'est toujours maintenu, et encore une fois, tout ça c'est du jackpot pour faire du pognon absolument inutile. Je me rappelle qu'il y a à peu près 1 an ou 2, mon épouse se fait une petite entorse, je lui dis, chérie, il faut que tu ailles faire une radio, il ne faudrait pas qu'il y ait une fracture. Bon, on fait faire la radio, mon collègue m'appelle, il me dit, écoute, elle a une entorse, elle n'a pas de fracture. Et puis mon épouse me rappelle après, puis elle me dit, dis-moi, le radiologue, il m'a dit, madame, faites-moi plaisir, faites une ostéodensitométrie. Je dis, mais attends, depuis quand tu es là pour faire plaisir au radiologue? Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Tu as des os parfaitement solides, tu fais le ventoux régulièrement.